Depuis plusieurs milliers d'années, la montagne est la terre des animaux et des hommes. Autrefois avec un intérêt principalement économique, cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que nous fréquentons la montagne avec un nouvel attrait. Le loisir. Les pratiques évoluent, les disciplines changent. L'envie de nature, de liberté et de paysages sauvages semble de plus en plus forte. Et les pratiquants sont chaque hiver plus nombreux en raquettes, en ski de randonnée ou à pied. Les animaux, eux, sont toujours là, semblant parfois guetter ces nouveaux visiteurs d'un œil tantôt curieux, tantôt inquiet. Car ils doivent désormais partager leur espace. Là où autrefois ils avaient de multiples territoires vierges, ils voient maintenant ces zones de tranquillité se réduire. Ils ne sont plus seuls, l'hiver, dans ces secteurs sauvages loin des villes et des stations de ski. L'automne nous a quittés, emportant avec lui sa douceur et ses couleurs rougeoyantes. Peu à peu, la neige recouvrira quasiment toute forme de nourriture, et le froid, le vent, plongeront les hauteurs dans un gel profond que le faible soleil ne pourra que difficilement combattre. La plupart des animaux a pris le parti de fuir cette vie trop difficile, en migrant ou en hibernant. La montagne s'est vidée de ses habitants et s'est muée en désert blanc. Silencieux et discrets, ils sont quelques-uns à avoir choisi d'affronter les rigueurs de l'hiver. Ces combattants-là devront être solidement armés, car il leur faudra braver le froid, le manque de nourriture et des déplacements rendus difficiles. Ils sont heureusement tous plus ou moins adaptés pour vivre dans ces conditions proches de l'extrême, soit par leur morphologie, leur physiologie, soit par leur comportement. Mais la loi de la nature est parfois dure, et ceux qui viennent à s'affaiblir ne résisteront pas longtemps aux autres dangers de la montagne en hiver, les prédateurs. Les espèces les plus vulnérables, ça serait d'une part les espèces qui ont du mal à se progresser sur la neige, et d'autre part les espèces qui ont une faible capacité à faire de la masse graisseuse pendant la belle saison pour pouvoir survivre l'hiver. Par exemple, le chevreuil a un besoin de s'alimenter régulièrement, et également des pattes très fines, donc avoir du mal à se déplacer dans des neiges qui vont être lourdes ou poudreuses. La particularité du chamois, c'est que le rut commence pendant la période hivernale, donc il va dépenser énormément d'énergie. Du coup, le dérangement par la suite peut lui occasionner encore plus de dépenses énergétiques qu'il ne va pas forcément trouver sur le territoire. Mais tous les animaux de montagne ne sont pas égaux devant les difficultés, et certains s'en sortent parfois mieux que d'autres face aux rigueurs de l'hiver. Le tétras est adapté à se nourrir pendant plusieurs mois d'aiguilles de conifères, donc, classiquement de pins. Donc même s'il y a 2 mètres de neige, il y a toujours un sapin qui dépasse. Donc il n'a pas de problème d'accès à sa nourriture. Les tétralyres passent toute la nuit dans un igloo qu'ils ont creusé en plongeant dans la neige poudreuse. Et puis même la journée, ils ressortent en fin de journée pour se renourrir, refaire le plein, et puis se remettre dans l'igloo. Le tétralyre présente quand même des formes de résistance. Ça n'empêche qu'on génère du stress, que ça leur coûte quand même. On devrait prendre en compte ce phénomène pour essayer de le minimiser, tout simplement. L'univers blanc, autrefois délaissé par les hommes, est maintenant devenu le terrain de pratique privilégié de nombreux amoureux de la neige et des paysages sauvages. Les rigueurs naturelles de l'hiver ne sont désormais plus les seules difficultés auxquelles doivent faire face les animaux de montagne. Une rencontre avec un chamois, un lièvre variable ou un tétralyre est toujours source d'émerveillement et contribue à l'aspect magique et authentique que nous recherchons dans nos sorties hivernales en pleine nature. Mais ces rencontres ne sont pas anodines pour la faune sauvage. Et là où nous venons faire notre trace, nous n'imaginons pas toujours que celle-ci peut parfois avoir un impact sur cette nature qui nous attire tant. Le lagopède alpin, c'est un oiseau de montagne, donc un galliforme de montagne, qui est à peu près de la taille d'un pigeon, un peu plus gros, qui va changer de couleur en été et en hiver. En hiver, il sera blanc pour se camoufler dans la neige,
et en été il sera plutôt brun. C'est un oiseau qui va s'envoler que quand on est très proche de lui. Donc souvent on a tendance à ne pas le voir et on le voit que quand on est presque en train de lui marcher dessus. Et quand on s'envole, comme il est plutôt sur les sommets, il va tendance à descendre. Et une fois qu'il est descendu, il faut qu'il remonte. Et du coup, ce déplacement, le fait de descendre et de remonter, ça peut le fatiguer. Et ça fait qu'au printemps, il arrive dans un état global qui est moins bon que ce qu'il aurait pu être s'il n'était pas dérangé. Ce qui fait qu'il y a une moins bonne reproduction, il peut être plus sujet au parasitisme. Donc ça veut dire qu'il peut avoir plus de maladies. Et globalement, il a moins de chances de survie. Personnellement, moi, ça m'arrive régulièrement à ski de déranger des tétras. Et c'est toujours regrettable parce que c'est un oiseau qui est assez sensible en hiver. On sait que le dérangement répété risque de lui causer, de causer sa mort par épuisement, par déperdition de chaleur, mais on ne sait pas encore si c'est d'être dérangé 2-3 fois par jour ou plus ou moins. Hein, ça, c'est encore un petit peu l'inconnu, d'où les précautions qu'on aimerait prendre. Déranger un animal, c'est toujours regrettable parce que on est là pour en profiter au niveau sportif, mais au niveau aussi pour les yeux. Et puis pour s'intégrer dans le milieu. La nature, elle nous accueille et elle n'est pas à notre botte, hein, elle n'a pas à s'adapter à nous. Elle le fait déjà en payant un lourd tribut et j'estime qu'on doit minimiser notre impact. On doit voilà, pas s'empêcher de sortir, mais essayer de le faire de manière intelligente. Aujourd'hui, le département défend le multi-usage de la nature et de l'environnement. Chacun a ses activités, ses passions, et il est normal qu'il puisse les pratiquer. Nous essayons d'être un médiateur entre les différents types d'activités, et puis toujours inciter à des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement, de la faune et de la flore. L'un des enjeux des espaces naturels sensibles, c'est à la fois d'amener du public pour lui faire découvrir un site remarquable et les espèces qui sont associées, mais aussi savoir gérer cette fréquentation qui peut être très importante. On peut parfois parler de surfréquentation à certains moments de l'année pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur ce site qu'on veut montrer. Actuellement, on travaille donc sur un programme un peu phare pour le parc qui est le programme de préservation du tétralyre qu'on a appelé tous mobilisés autour du tétralyre en Chartreuse. On pense quand même que sur le Charmençon et le Chamechaude, vu la fréquentation hivernale, c'est tracé de partout, notamment dans les zones où il y a du tétra, il doit y avoir un impact assez fort. Alors on organise quelque chose de classique, un groupe de travail, mais en fait où on invite toutes les personnes qui souhaitent participer à la réflexion, donc là sur les zones d'hivernage, de quiétude hivernale, sur le dérangement du tétra l'hiver, puisque c'était un sujet qui avait été défini comme prioritaire. On essaye de mener des actions concrètes. Donc sur le Chamechaude des Charmençons, on a réussi à partir d'inventaires qui ont été réalisés par les accompagnateurs en montagne sur l'hivernage du tétralyre. On a cartographié avec les pratiquants les zones où on pouvait négocier, c'est-à-dire respecter les zones d'hivernage. Nous ne souhaitons pas être dans l'interdiction générale des sites. Nous incitons en fait les pratiquants à utiliser d'autres trajets alternatifs par de la cartographie, par du balisage, afin d'amener les randonneurs sur des zones qui sont moins impactantes pour la faune sauvage. Parmi les outils mis à disposition des usagers sur nos espaces naturels sensibles, nous proposons des fiches techniques qui permettent en premier lieu d'identifier les animaux que l'on peut croiser sur le site, mais aussi quel est le risque de perturbation de cette faune en cas de forte neige, par exemple, avec un système pour mesurer l'enfoncement dans la neige et du coup ce qui pourrait épuiser les animaux lors d'une course pour aller se mettre à l'abri.
Et l'homme dans tout ça? Lui aussi est un usager du milieu naturel et a une place dans la montagne en hiver. La cohabitation dans ces espaces sauvages doit pouvoir se faire, car rien ne nous relie plus à la nature que ces animaux qui la peuplent. Et plus on s'intéresse à eux, plus on s'aperçoit que de multiples choses nous relient.